7h46, le petit déjeuner politique ce matin. Stéphane Le Foll, maire PS du Mans et ancien ministre. Ça vous va bien? Peut-être. Ouais. J'ai regardé Sébastien, la belle Sébastien. Approchez-vous, Stéphane Le Foll. Oui, je m'approche. Bonjour Stéphane Le Foll. On va vous entendre dans un instant sur un coup de colère que vous voulez aussi pousser contre le gouvernement sur les maisons de santé. Mais avant ça, quand même, les dernières consignes, est-ce qu'elles sont assez claires venant du gouvernement? Par exemple, sur l'école des enfants, sans véritable circulaire, en plein milieu de semaine, on demande aux parents qu'ils souhaitent de ne plus envoyer les enfants à l'école afin de s'isoler pendant quelques jours avant les fêtes, avant Noël. Non. En posant la question, vous allez apporter la réponse. Ouais. C'est pas clair. Ouais. C'est pas clair quand Olivier Véran, à propos des tests, faites-vous tester, mais si vous êtes négatif, ça veut rien dire. Ouais. Bon, le résultat, c'est quand on lance une campagne massive de tests, vous avez très peu de gens qui y vont. Au Havre, c'est ça, vous faites référence au Havre. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir des injonctions contradictoires. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, pour ce qui est de cet auto-confinement, qui allait jusqu'à proposer donc que les enfants n'aillent pas à l'école jeudi, vendredi, qui est annoncé par le Conseil scientifique, repris par le Premier ministre, sans discussion, sans préparation. On ne comprend pas pourquoi il y a cette espèce d'agitation et d'expressions multiples qui, au lieu de fixer une ligne, de donner une cohérence, de rassurer, finit par non pas inquiéter, parce que les Français font leur propre analyse et font leur propre choix, mais finit par donner l'impression que de toute façon ça sert à rien d'écouter ce qui se dit, chacun va faire ce qu'il pense être juste. Reste le... finalement, ils arrivent à ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire de l'autodiscipline, de l'autoconfinement. Oui, peut-être, alors, si c'est ça. Voilà, mais il y a, en termes de confiance, quelque chose qui s'est rompu. Ouais. La seule chose qui va marcher, c'est le couvre-feu. Quand je suis arrivé à Sud Radio, on me disait que c'était encore plus efficace que le confinement, puisque à 20h, tout est fermé à Paris. Ouais. Et puis, voilà. Ouais. Est-ce que sur les tests massifs, vous en avez organisé ou pas dans votre ville du Mans, on a organisé les tests, à la fois sur les PCR, anciens tests, les antigéniques qui ont un résultat rapide, mais qui sont plutôt pour les symptomatiques. Et puis moi, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on arrive très vite à avoir des tests salivaires, parce qu'à ce moment-là, on pourrait avoir des stratégies à l'université, à l'école, dans les grands événements sportifs. On pourrait faire des choses beaucoup plus stratégiques qui permettraient d'avoir des activités, parce qu'on se garantit ou on se prémunit d'une partie de la contamination. Oui. Peut-être une dernière question autour du Covid et le monde de la culture, qui était... Le monde de la culture est pénalisé, durement, avec une forme d'incompréhension, vous l'avez vu, puisque dans les théâtres comme dans les cinémas, il y a des places, il y a une organisation qui est possible, et donc il y a une forme d'incompréhension. Alors là, on est sur... on empêche les contaminations par la limitation des déplacements, parce que c'est ça l'objectif, et qui sont les victimes, tous ceux qui, le soir, ont des activités. Donc il faut, à tout prix, là c'est ce que je disais tout à l'heure sur les tests, les nouveaux tests, c'est là qu'il faudrait mettre en place des stratégies pour éviter que des gens contaminés puissent rentrer, mais pour continuer ces activités. Là, on a l'impression qu'il n'y a rien de préparé de ce côté-là. Et comment faire pour avancer? Qu'il y ait un couvre-feu, pour éviter le soir et un certain nombre de choses. Tant qu'on n'est pas sûr d'avoir des meilleurs médicaments et tant qu'on n'a pas lancé des vraies campagnes de vaccination pour protéger les personnes les plus fragiles, mais en même temps, on devrait mettre en place des stratégies justement qui permettent de continuer toutes ces activités. Et au lieu de ça, on a l'autoconfinement personnel. Stéphane Le Foll, venons-en aussi à ce dossier des maisons de santé. L'État a incité beaucoup les communes à en installer. Vous en avez installé aussi sur votre commune. Vous allez devoir payer une taxe de 500 000 €, c'est ça. Comment est-ce possible, ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu le pacte de Cahors, où il fallait que les communes respectent 1,20 d'augmentation des dépenses de fonctionnement. Moi, je suis arrivé en 2018. Puisque après le décès de Jean-Claude Boulard, et voilà, j'ai été élu en 2018. Et le pacte de Cahors commençait en 2017, 2018, 2019, 2020. C'est-à-dire, il fallait pas dépasser 1,20 des dépenses de fonctionnement sur chaque année. Le centre de santé du Mans est mis en œuvre en 2018. Il arrive en plein fonctionnement en 2019. 500 000 € de fonctionnement. Pour un résultat extrêmement positif. Ce centre fonctionne. Et fonctionne très bien. 5600 Manceaux aujourd'hui ont un médecin dans ce centre. Et sur ces 5600, près de 4000 n'avaient pas de médecin avant. Parce que moi,
comme tous les élus de la Sarthe, on est confronté à la désertification médicale. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe, le pacte de Cahors? Eh bien, avec 500 000 euros, plus d'autres dépenses quand je suis arrivé, que j'assume, mais cette dépense sur le centre de santé, elle est comptée plein pot comme d'une dépense qui est le choix du maire et qui est comptée comme, on ne maîtrise pas ces dépenses de fonctionnement. Et je vais payer sur 500 000 euros de fonctionnement une amende de 400 000 euros. 400 000 euros d'amende. 400 000 euros sur 500 000 euros de fonctionnement. Ce qui fait que le centre... dysfonctionnement ou pas? Vous avez écrit J'ai envoyé un courrier au ministre. Je lui ai demandé de neutraliser cette dépense en disant, écoutez, honnêtement, vous demandez des centres de santé, neutraliser dans la totalité des dépenses cette dépense. Non, ça fait partie des dépenses des communes, et donc ça n'a pas à être neutralisé. Voilà la réponse qu'on m'a faite. Alors quand j'entends ce gouvernement et M. Dussopt donner quelquefois des leçons, on va passer à 122% d'endettement au niveau du pays. On va avoir un déficit budgétaire qui va atteindre 8, 10, 11, 12%, je ne sais plus. On va avoir une sécurité sociale qui va avoir un déficit de plus de 40 milliards d'euros, déficit qui était déjà engagé avant la Covid. Et quand on se prend des leçons par quelqu'un que j'ai connu comme député socialiste il n'y a pas si longtemps, franchement, il y a des moments où la colère est là. Et donc ce matin, j'en profite pour dire stop. Donc moi, je demande une chose simple, c'est que les dépenses des centres de santé soient neutralisées. Parce qu'en fait, les collectivités aujourd'hui, en faisant ces dépenses-là, ne font que compenser l'absence d'une politique de santé au niveau de l'État. Oui, venons-en maintenant aussi à vos anciennes fonctions. Stéphane Le Foll, vous avez été ministre de l'Agriculture, vous avez beaucoup travaillé justement autour de l'agriculture bio. Vous êtes... de l'agroécologie, plus largement, parce que la bio faisait partie d'une stratégie plus globale. Oui, avec le comité 4 pour 1000, cette initiative qui a été lancée. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative d'Emmanuel Macron de lancer son référendum? Chronique d'un échec annoncé. Toute cette politique sur l'écologie a été faite d'effets d'annonce. Fin du glyphosate, puis après on revient. Fin des néonicotinoïdes, et puis après on dit c'est pas ça qu'il faut faire. Des choix stratégiques sur l'agriculture qui ont été faits, qui ont remis en cause ce que j'avais mis, qui visait à stimuler les alternatives à la chimie. Tout ça, ça a été arrêté. Et puis là, on fait une convention qu'on convoque. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais enfin, on convoque des citoyens, décision du président de la République, on leur dit travaillez, toutes les propositions que vous ferez, on les reprendra, puis en fait, on les reprend pas, et puis pour solder cet échec annoncé, c'est une chronique annoncée, eh bien, on annonce un référendum qui ne se fera pas. Ah, ça, vous dites, il ne se fera pas. Bien sûr. L'an prochain, pleine crise, on a déjà 10 millions de pauvres. Et l'an prochain, on va avoir encore des conséquences supplémentaires. Et on va dire aux Français, on vous appelle à venir voter sur un référendum pour changer l'article 1 de la Constitution, pour intégrer vraiment cette fois-ci la lutte contre le réchauffement climatique. Vous croyez que ça va avoir un intérêt? Aucun. C'est une idée pour l'enterrer, quoi, finalement. C'est une chronique d'un échec, de l'échec d'une politique. Et c'était annoncé. Et là, je trouve que tout ça, ça donne l'image d'une espèce de jeu très politicien sur une question qui est pourtant essentielle. Moi, j'ai prôné, j'ai écrit que face à la question du réchauffement climatique, il fallait une stratégie. Il n'y en a pas. Et moi, ma stratégie, c'est l'éco-keynésianisme. Une grande politique d'investissement. Alors, ça commence à arriver. Mais ça va arriver contraint par la crise sanitaire. Et à la fin d'un quinquennat, alors que ça aurait dû être au début du quinquennat. Un mot de ce qui se passe à Marseille. La maire Michèle Rubirola qui va démissionner en fait de son poste à peine 6 mois après son élection. Est-ce que les électeurs marseillais peuvent être dupés dans cette histoire? Écoutez, ce que je sais là, ce matin, c'est que Mme Rubirola a un problème de santé, et ça se respecte. Et donc il faut être attentif là aussi à respecter les personnes. Après, elle l'avait pendant la campagne déjà, visiblement. C'est là que je ne peux pas, moi je ne vais pas aller au-delà sur cette question personnelle. Ensuite, est-ce que c'était prévu avant l'élection ou pas? Si c'était avant, c'est-à-dire que là, pour le coup, il y a une question que peuvent se poser les Marseillais. Elle dit quoi qu'il en soit, c'était une équipe, c'était le printemps marseillais. Oui, mais moi je suis pour, en politique, la clarté. Et puis la sincérité. On prend des engagements, on cherche à porter des débats. Il y a des divergences, des différences. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans les difficultés qu'on rencontre, face aux défis auxquels on a
à faire face, il faut de la sincérité, de la clarté. Oui. Question de Cécile de Ménibus. Oui, Olivier Faure, premier secrétaire du PS, plaide pour une coalition à gauche. Oui. Et visiblement, ce serait Anne Hidalgo qui tirerait la corde. Est-ce que c'est une bonne candidate ? Écoutez, c'est une candidature qui est tout à fait légitime. Maire de Paris, et elle a cette légitimité. Après, je l'avais déjà dit ici, oui. je crois. Faire des pistes cyclables, d'accord, mais c'est pas une politique pour la France. Verdissement, mais c'est vrai, il y a une politique pour la France. Je vais prendre un exemple. Brexit aujourd'hui. Sortie de la Grande-Bretagne. Dans quelles conditions ? Quel est le projet européen ? Où en sommes-nous ? Où en serons-nous ? Par exemple, il y a toute une frange de la gauche qui est souverainiste aujourd'hui. Voire quelquefois frontière, et j'entendais M. Ruffin, je ne sais même pas si c'est pas aussi... mais oui, il est venu chez nous aussi, pour dire qu'il fallait le remettre des frontières. Arnaud Montebourg, la question est posée. Oui. L'échelle européenne est-elle une échelle pertinente ? Qu'est-ce qu'on veut faire à l'échelle européenne ? Vraie question. De dire on fait une alliance pour réussir une alliance et réussir, je mets tout ça entre guillemets, une élection, pour gouverner avec qui et comment, pour quel projet et quel objectif, la question commence à être urgente. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, à Olivier Faure comme à d'autres, ce côté de répéter alliance, comme le disait le général de Gaulle en son temps sur son tabouret, alliance, sans discuter une seule fois de l'affirmation de ce qu'on est capable de faire ensemble, ça devient insupportable et inutile surtout. Parce que qu'est-ce que les résultats de tout ça ? C'est qu'à la fin, il n'y en a pas d'alliance. Jean-Luc Mélenchon... Ça devient inaudible ? Ça devient complètement inaudible. Jean-Luc Mélenchon est parti, les Verts sont partis, il y a déjà des débats chez les Verts, entre Jadot et Piolle, vous l'avez bien noté, deux lignes aussi politiques qui commencent à se dessiner chez les Verts. Quelle est la ligne politique de ce que nous devrions incarner en tant que socialistes, social-démocrates, par rapport aux grands enjeux, en particulier de l'écologie ? Rien n'a été dit, rien n'a été fait, et ça commence à se voir. Et donc tous ces artifices et toutes ces répétitions, elles ne servent plus à rien. Maintenant, il va falloir se décider à savoir ce que l'on veut faire. Alors, et avec qui Et avec qui. Oui. Merci Stéphane Foll, maire socialiste du Mans et ancien ministre, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et bien sûr, le journal de 8h dans un instant. Prenez soin de vous.